Le fils de 3 ans de la femme de ménage a fait irruption dans une fête de fiançailles millionnaire et a crié « Papa » au fiancé. Il a nié connaître le garçon devant tout le monde. Une erreur qu'il allait payer très cher. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé 50 invités de la haute société dans un choc absolu. « Papa !» La voix résonna dans le salon de cristal. Léo lâcha la main d'Élodie. Il courut entre les tables décorées de roses blanches et de nappes en lin. Ses petits pas claquaient sur le marbre italien. Le garçon de 3 ans ouvrit les bras avec enthousiasme. Qui a laissé entrer cet enfant? La fiancée détourna le visage avec dédain. Sa robe en soie brillait sous les immenses lustres à pampilles. Guillaume se figea, sa coupe de champagne en l'air. Le garçon sauta et étreignit sa jambe. Il la serra de toutes ses forces. 50 visages se tournèrent en même temps vers eux. « Papa, tu es venu me chercher ?» Léo sourit. Ses yeux verts brillaient. Les mêmes yeux verts que Guillaume, la même forme de visage, les mêmes cheveux châtains ondulés. La ressemblance tranchait l'air comme un couteau aiguisé. « Guillaume, qui est cet enfant ?» Margot, la fiancée, fit 2 pas en arrière. Sa voix tremblait visiblement. Les invités cessèrent immédiatement de converser. Les serveurs en livrée se figèrent avec leur plateau d'argent à la main. Quelqu'un fit signe de baisser la musique. Un téléphone portable fut levé discrètement pour filmer la scène. Je ne sais pas. Guillaume repoussa Léo. L'enfant trébucha. Élodie courut et rattrapa son fils avant qu'il ne tombe au sol. Son uniforme simple de femme de chambre contrastait violemment avec les robes de haute couture qui l'entouraient. « Sortez ce gosse d'ici, tout de suite !» 3 autres téléphones apparurent parmi la foule. Les flashs crépitèrent. Une femme couverte de bijoux chuchota à l'oreille d'une autre. Un homme en smoking rit doucement. Élodie serra Léo contre sa poitrine. Son visage brûlait d'une honte insupportable. Guillaume agrippa le bras d'Élodie. Ses doigts s'enfoncèrent dans sa peau avec cruauté. « Tu as 10 secondes pour sortir ou j'appelle la sécurité privée. Tu perdras tout ce que tu as. » Le visage d'elle devint blanc comme un linge. Léo commença à pleurer silencieusement. Comment un père peut-il nier son propre fils devant tout le monde? Mais Élodie ne savait pas que quelqu'un observait le moindre détail de cette scène dramatique. Quelqu'un qui allait changer le destin de toutes les personnes présentes en quelques minutes. Avant de découvrir ce qui est arrivé à Élodie et Léo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer des histoires émouvantes comme celle-ci. Élodie Martin avait 32 ans et portait le poids du monde sur ses épaules. 8 ans auparavant, elle avait quitté sa petite ville de province avec une vieille valise et un rêve simple, travailler honnêtement et construire une vie digne. Sa mère était morte quand elle avait 17 ans, ne laissant qu'une leçon gravée dans son cœur. Ne baisse jamais la tête devant personne, mais ne marche jamais sur personne non plus. Elle avait trouvé un emploi comme femme de ménage dans les hôtels particuliers de l'élite parisienne. Elle se levait à 5 heures du matin, prenait 2 bus et le RER, travaillait 12 heures à nettoyer des demeures où un seul tableau ancien coûtait plus que tout ce qu'elle gagnerait en 10 ans. Mais Élodie ne se plaignait jamais. Chaque centime économisé était gardé dans une boîte en fer, sous son lit. Chaque sacrifice avait un but précis. Puis Guillaume apparut dans sa vie. Elle travaillait dans la résidence d'été de sa famille à Deauville, sur la côte normande. Guillaume avait 25 ans. Il venait de rentrer d'un MBA à Londres. Il fut gentil. Il lui parla comme si elle était une personne, pas un meuble. Il l'interrogea sur ses rêves. Il sourit sincèrement quand elle parla de reprendre ses études un jour. Pendant 3 mois, il la traita comme personne ne l'avait jamais traitée. Élodie tomba amoureuse. Ce fut rapide, intense et naïf. Elle crut quand il dit qu'il se fichait des différences sociales. Elle crut aux baisers volés au clair de lune, aux projets chuchotés, aux promesses faites dans l'obscurité. Puis, la saison estivale se termina. Guillaume retourna à Paris. Les messages cessèrent. Les appels ne vinrent plus jamais. 6 semaines plus tard, Élodie découvrit qu'elle était enceinte. Elle essaya de lui dire. Elle envoya des messages qui restèrent sans réponse. Elle appela des numéros qui ne répondaient jamais.
Elle alla jusqu'au siège de son entreprise à La Défense et fut bloquée par la sécurité. La secrétaire la regarda avec dédain et dit « Monsieur Delacour ne reçoit personne sans rendez-vous ». Élodie comprit le vrai message. Il ne voulait rien savoir d'elle. Léo naquit par une aube glaciale d'hiver, 7 heures de travail dans un hôpital public bondé de la banlieue parisienne. Élodie tint son fils pour la première fois et jura qu'il aurait tout ce qu'elle n'avait pas eu. Pas le luxe, mais l'amour. Pas la richesse, mais la dignité. Pas la facilité, mais le caractère. Les 3 années suivantes furent les plus difficiles de sa vie. Élodie travaillait à 3 endroits différents. Ménage le matin, blanchisserie l'après-midi, garde de nuit pour personnes âgées quand elle réussissait à laisser Léo chez la voisine. Elle dormait 4 heures par nuit. Ses mains devinrent rêches, son corps maigri. Mais Léo grandissait en bonne santé, souriant, aimé. Il demandait après son père chaque semaine « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa? Il est où mon papa? Les enfants à la crèche ont un papa, moi aussi j'en veux un. » Chaque question était un coup de poignard dans le cœur d'Élodie. Elle inventait des excuses vagues, serrait son fils fort dans ses bras, pleurait enfermé dans la salle de bain quand il dormait. Léo méritait de savoir d'où il venait. Il méritait d'avoir un nom complet, pas seulement le sien. Il méritait la vérité. Puis Élodie vit la nouvelle sur les réseaux sociaux. Guillaume Delacour épousera Margot Vasseur, héritière du groupe Vasseur, lors d'une cérémonie unissant 2 des plus grands empires d'affaires du pays. La fête de fiançailles a lieu ce samedi. Elle regarda Léo dormant sur le matelas à côté du sien. Elle regarda la photo de Guillaume souriant en smoking sur Internet. Elle regarda ses propres mains calleuses. Et pour la première fois en 3 ans, Élodie prit une décision sans retour possible. Élodie ne voulait pas d'argent. Elle n'en avait jamais voulu. Elle savait coudre des vêtements usagés pour que Léo les porte. Elle savait faire durer un poulet pour 3 repas. Elle savait transformer des cagettes de marché en étagères pour les jouets de son fils. La pauvreté, elle la connaissait bien. Et la pauvreté ne tuait personne quand il y avait de l'amour. Ce qui tuait, c'était l'absence. Léo avait 3 ans et portait déjà un trou dans l'âme. Élodie le voyait dans ses yeux chaque fois qu'un autre enfant de la crèche était récupéré par son père. Elle le sentait quand il s'arrêtait devant les vitrines des magasins de jouets et pointait les affiches publicitaires avec des familles complètes. Elle l'entendait quand il se réveillait au milieu de la nuit en pleurant, réclamant quelqu'un qui n'avait jamais été là. « Maman, mon papa ne m'aime pas ?» La question vint un mardi pluvieux. Léo était assis par terre, assemblant un puzzle d'animaux qu'Élodie avait acheté à la brocante de l'église. Il avait 2 ans et demi à l'époque, si petit, mais portant déjà une douleur qu'il n'aurait pas dû connaître. Élodie s'assit à côté de lui. Elle avala le nœud qu'elle avait dans la gorge. « Ton papa ne te connaît pas, mon amour. » « Pourquoi ? » Parce que parfois les choses sont compliquées. Mais moi, je veux qu'il me connaisse. Léo lâcha le puzzle. Il étreignit la jambe de sa mère. Élodie sentit ses larmes chaudes mouiller son genou. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, elle pleura dans la salle de bain jusqu'à n'avoir plus de voix. Ce n'était pas une question de pension alimentaire. Ce n'était pas une question de donner à son fils des vêtements de marque ou des jouets chers. C'était une question d'identité. C'était une question de permettre à Léo de répondre quand quelqu'un demandait son nom complet. C'était une question qu'il sache d'où il venait, quel sang coulait dans ses veines, quelle histoire il portait. C'était une question de droit d'exister, droit d'avoir un père qui le reconnaisse comme son fils. Élodie travaillait dans une maison du 16e arrondissement quand la fille adolescente de la patronne cria vers son père qui rentrait du travail. « Papa, j'ai eu 20 au contrôle !» L'homme ouvrit les bras. La fille sauta dedans et il la fit tourner en l'air en riant. Une scène simple, une scène qui arrivait dans des millions de foyers chaque jour. Léo n'aurait jamais ça.
Il ne serait jamais fait tourner en l'air par des mains fortes. Il n'entendrait jamais une voix grave dire « Je suis fier de toi, fiston ». Il n'aurait jamais quelqu'un pour lui apprendre à faire du vélo, à tirer dans un ballon, à lasser ses chaussures. Il n'aurait jamais un homme à appeler papa. Et cela brisait le cœur d'Élodie en 1000 morceaux. Elle ne regrettait pas d'avoir eu Léo. Il était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée dans la vie. Mais elle regrettait de ne pas avoir mieux choisi, d'avoir cru à des promesses vides, d'avoir confondu la gentillesse temporaire avec le vrai caractère. Léo méritait mieux. Il méritait un père qui l'emmènerait au jardin du Luxembourg le dimanche, qui assisterait au spectacle de la crèche, qui mettrait des pansements sur ses genoux écorchés, qui raconterait des histoires avant de dormir, qui lui apprendrait à être un vrai homme, pas le genre d'homme qu'était Guillaume, mais le genre d'homme que Léo devait devenir. Élodie rêvait de cela toutes les nuits. Elle rêvait du jour où Guillaume frapperait à leur porte. Il s'excuserait. Il dirait qu'il avait commis une erreur terrible. Il s'agenouillerait devant Léo et dirait « Je suis ton père et je serai là pour toujours ». Pas par obligation, pas par pression, mais parce qu'il voulait sincèrement être un père. Mais les rêves n'étaient que des rêves. La réalité, c'était Léo demandant pour la 10e fois cette semaine-là « Quand est-ce que j'aurai un papa ?» La réalité, c'était Élodie inventant des excuses de plus en plus faibles. La réalité, c'était voir son fils regarder les autres pères avec un mélange de curiosité et d'envie qu'aucun enfant de 3 ans ne devrait ressentir. La réalité, c'était que Guillaume avait continué sa vie comme si Léo n'existait pas. Il construisait un empire immobilier. Il apparaissait dans les magazines économiques comme Les Échos. Il participait à des événements caritatifs. Il avait des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il postait des photos dans des restaurants étoilés, des voyages internationaux, des voitures de sport. Il souriait aux caméras dans ses costumes impeccables. Et jamais, pas une seule fois, il n'avait pensé au petit garçon de 3 ans qui portait son sang. Élodie ne voulait pas que Léo grandisse riche. Elle voulait qu'il grandisse complet. Elle voulait qu'il sache qui il était. Elle voulait qu'il ait le nom de son père sur son certificat de naissance. Elle voulait qu'il puisse dire « mon père » sans cette pause douloureuse, ce silence embarrassant. Elle voulait de la dignité pour son fils. Elle voulait que Guillaume regarde dans les yeux de Léo et voit ce qu'elle voyait tous les jours. Un garçon incroyable, intelligent, affectueux, qui méritait d'être aimé par ses 2 parents. Elle voulait que Guillaume ressente ne serait-ce qu'un centième de la douleur qu'elle ressentait quand Léo pleurait son absence. Elle voulait la justice. Pas la justice des tribunaux, froide et bureaucratique, mais la justice du cœur, la justice d'un père reconnaissant son fils, la justice de Léo obtenant son identité complète. Ce fut pour cela qu'Élodie décida d'aller à la fête de fiançailles. Pas pour causer un scandale, pas pour détruire le mariage de Guillaume, mais pour mettre Léo devant lui, pour le forcer à voir, pour faire en sorte qu'il ne puisse plus feindre que son fils n'existait pas. Élodie regarda le certificat de naissance de Léo. Dans le champ « père », c'était vide. Cet espace blanc représentait tout ce qui n'allait pas. Il représentait un mensonge, il représentait une injustice qu'elle ne pouvait plus accepter. Léo méritait d'avoir cet espace rempli, et elle ferait n'importe quoi pour garantir cela, n'importe quoi. Mais Élodie n'imaginait pas le prix qu'elle paierait pour cette décision. Elle n'imaginait pas l'humiliation qui allait venir, et elle n'imaginait certainement pas qui observerait tout quand le monde s'écroulerait autour d'elle. La nouvelle des fiançailles était partout. Les journaux économiques soulignaient l'union des empires de la cour et Vasseur. Les magazines de société publiaient des photos du couple en double page. Les sites de potins spéculaient sur la valeur de la bague de fiançailles. 300 000 € pour un diamant solitaire pur. Élodie vit tout cela sur l'écran fissuré de son vieux téléphone portable, assise sur le siège du bus, rentrant chez elle à Saint-Denis après 14 heures de travail. Guillaume n'était pas seulement riche, il était intouchable. La famille Delacour contrôlait l'une des plus grandes entreprises de construction et de restauration du pays. Des immeubles à Paris, Lyon, Bordeaux portaient leur signature.
Des centres commerciaux, des complexes résidentiels de luxe, des hôtels historiques. 3 générations ayant construit un empire qui valait des milliards. Et Margot Vasseur? Elle était l'héritière d'une fortune encore plus grande. Le groupe Vasseur possédait des hôtels 5 étoiles éparpillés dans toute l'Europe. Sa famille apparaissait dans la liste des 100 personnes les plus riches de France depuis 30 ans consécutifs. Le mariage ne concernait pas seulement l'amour, c'était une fusion d'entreprises stratégiques, 2 empires s'unissant pour créer quelque chose d'encore plus grand, des contrats déjà signés, des accords commerciaux établis, des fusions planifiées. Élodie était une femme de ménage sans diplôme. La différence entre eux n'était pas seulement d'argent, c'était une différence de monde. Elle vivait dans un 2 pièces en banlieue où le plafond fuyait quand il pleuvait fort. Guillaume vivait dans un triplex avec terrasse dans le 8e arrondissement. Elle prenait 2 bus bondés chaque jour. Il avait un chauffeur privé et 3 voitures de sport. Comment pourrait-elle rivaliser avec ça? Pire, comment pourrait-elle détruire ça? Car c'était ce qui arriverait si elle apparaissait à la fête avec Léo. Il n'y aurait pas de conversation civilisée. Il n'y aurait pas de reconnaissance tranquille. Il y aurait un scandale. Il y aurait des photographes. Il y aurait des titres dans les journaux le lendemain. Un milliardaire a un fils secret avec sa femme de ménage. Margot annulerait le mariage. Les familles rompraient les accords. Des millions seraient perdus. Des réputations seraient détruites. Et Élodie serait coupable de tout. Elle n'était pas naïve. Elle savait exactement ce que les gens diraient. Profiteuse, opportuniste. Elle a essayé de le piéger. Elle veut détruire son mariage. Elle ment sur la paternité. Les commentaires sur les réseaux sociaux seraient cruels. Les médias la mettraient en pièces. Et Léo, il serait traîné dans tout cela. Un enfant de 3 ans exposé au flash des appareils photos, aux commentaires malveillants, aux regards de jugement. Ce serait traumatisant. Élodie passa 3 nuits sans dormir à penser à ça. Assise sur le matelas fin, regardant Léo dormir, elle pesait les options. Aller à la fête ou laisser tout comme c'était. Affronter Guillaume ou protéger Léo de l'humiliation publique. La partie rationnelle de son cerveau lui criait d'oublier cette idée. Elle lui rappelait qu'elle pourrait perdre ses emplois. Les dames de la haute société n'embaucheraient pas quelqu'un impliqué dans un scandale. Elle serait marquée. Elle pourrait finir sans travail, sans argent, sans réussir à payer le loyer. Léo pourrait finir à la rue avec elle. Mais la partie du cœur, celle qui saignait chaque fois que son fils demandait après son père, disait qu'elle devait le faire, que Léo le méritait, qu'elle était restée en silence trop longtemps. Élodie emprunta 50 € à la voisine et alla à la mairie. Elle demanda une copie intégrale de l'acte de naissance de Léo. Elle regarda ce champ vide où le nom du père aurait dû être. Elle mit le document dans son sac. Ensuite, elle découvrit où se tiendrait la fête. Une collègue de travail, qui faisait le ménage dans les bureaux de la famille Vasseur, commenta sans le vouloir « Ce sera au pavillon Cambon. Tu imagines ? 500 invités, orchestre en direct, champagne millésimé. Ça doit coûter plus de 2 millions rien que la fête de fiançailles. Pavillon Cambon, le lieu d'événement le plus exclusif de Paris. Localisation gardée secrète, sécurité privée, liste des invités rigoureusement contrôlée. Comment Élodie entrerait-elle là-dedans? Elle n'avait pas d'invitation. Elle ne connaissait personne de la famille. Elle n'avait pas de vêtements adéquats. Elle arriverait dans un endroit où les robes coûtaient plus que son revenu annuel entier. Portant un jean rapiécé et un chemisier de seconde main, elle serait arrêtée à la porte. Elle serait expulsée avant même d'entrer. Et même si elle réussissait à entrer, que ferait-elle? Interromprait-elle la fête en hurlant? Mettrait-elle Léo devant Guillaume en espérant qu'il ait une épiphanie? 50, 100, 500 personnes regarderaient. Guillaume nierait. Bien sûr qu'il nierait. Il protégerait son image, son mariage, son empire. Élodie serait escortée dehors par la sécurité. Léo resterait confus, effrayé, traumatisé. Et rien ne changerait. Sauf qu'elle aurait essayé. Sauf que Léo, quand il grandirait, saurait que sa mère s'était battue pour lui. Sauf que Guillaume ne pourrait plus feindre de ne pas savoir l'existence de son fils.
Jeudi, 3 jours avant la fête, Élodie prit la décision finale. Elle acheta un ticket de métro pour le quartier où se trouvait le pavillon Cambon. Elle demanda à la voisine de garder Léo samedi soir. Elle lava le meilleur vêtement qu'elle avait. Elle répéta ce qu'elle dirait des dizaines de fois devant le miroir cassé de la salle de bain. Mais vendredi, un jour avant la fête, Élodie eut une crise de panique. Assise dans la cuisine minuscule, les mains tremblantes, le cœur battant la chamade, elle pensa à renoncer. Elle pensa à déchirer le ticket de métro. Elle pensa à oublier Guillaume et à avancer seule avec Léo comme elle l'avait fait ces 3 dernières années. Léo entra dans la cuisine avec son ours en peluche élimé. « Maman, pourquoi tu pleures ?» Élodie essuya ses larmes rapidement. « Je ne pleure pas, mon amour. »« Si, tu pleures. Tes yeux sont rouges. » Il grimpa sur ses genoux. Petit, léger, confiant, il posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Ne pleure pas, maman. Je t'aime. » Élodie serra son fils dans ses bras. Elle prit une profonde inspiration et elle sut qu'elle ne pouvait pas renoncer. Peu importait le prix, peu importait l'humiliation, peu importait le risque. Léo méritait d'avoir un père. Et elle ferait en sorte que Guillaume regarde dans les yeux de son propre fils, ne serait-ce qu'une seule fois. Samedi arriva trop vite. Élodie habilla Léo avec les meilleurs petits vêtements qu'il avait, un pantalon bleu marine et une chemise blanche qu'elle avait repassée 5 fois pour enlever tous les plis. Elle peigna ses cheveux avec soin. Elle regarda ce petit visage parfait, ses yeux verts identiques à ceux de Guillaume, et sentit son cœur se serrer. « Où on va, maman? Voir quelqu'un d'important? »« Qui ?» Élodie déglutit difficilement. « Tu découvriras. » Elles sortirent de la maison à 18 heures. Le trajet prit 40 minutes. Léo était excité et regardait par la fenêtre les rues de plus en plus belles, les immeubles de plus en plus hauts, les voitures de plus en plus chères du centre de Paris. Quand ils descendirent devant le pavillon Cambon, Léo serra la main de sa mère. 2 agents de sécurité énormes bloquaient l'entrée. Et Élodie comprit qu'il n'y avait pas de retour possible. « Invitation, s'il vous plaît. » L'agent de sécurité tendit la main, sans même regarder Élodie. Son oreillette clignotait d'une lumière bleue. Son costume noir semblait trop cher pour quelqu'un qui travaillait à la porte. « Je n'ai pas d'invitation. » Maintenant, il la regarda, de haut en bas. Ses yeux s'arrêtèrent sur le jean délavé d'Élodie, sur le chemisier simple, sur le vieux sac à main. Puis il regarda Léo qui tenait la main de sa mère et observait tout avec curiosité. « Alors, vous n'entrez pas. Mais je dois parler à quelqu'un qui est à la fête. C'est important. C'est au sujet du fiancé, Guillaume Delacour. » Le deuxième agent s'approcha, plus grand, plus large, plus intimidant. « Madame, c'est un événement privé. Sans invitation, pas d'entrée. S'il vous plaît, éloignez-vous. » Élodie sentit son cœur s'emballer. Elle était venue jusqu'ici. Elle avait rassemblé tout son courage. Elle avait traversé la ville entière. Elle ne pouvait pas renoncer maintenant. « J'ai juste besoin de 5 minutes. 5 minutes pour lui parler, s'il vous plaît. Madame, vous gênez. Il y a des invités qui arrivent. Je dois vous demander de partir immédiatement ou je devrais appeler la police. » Un couple descendit d'une limousine noire derrière elle. La femme portait une robe rouge qui brillait sous les lumières de l'entrée. L'homme portait un smoking avec des boutons de manchette en or. Ils s'arrêtèrent, regardèrent Élodie et Léo avec un mépris évident. Quel genre de sécurité est-ce qui permet aux mendiants de rester à la porte? Commenta la femme assez fort pour qu'Élodie entende. Le visage d'Élodie brûla. « On va régler ça tout de suite, » dit le plus gros agent, prenant sa radio. « Attendez !» Une jeune femme avec un dossier apparut. Elle devait avoir la vingtaine, petite robe noire élégante, talons hauts, maquillage impeccable. Elle était de l'équipe d'organisation d'événements. Quel est le problème? Cette personne n'a pas d'invitation et insiste pour entrer. La jeune femme regarda Élodie avec un mélange de pitié et d'agacement. « Écoute, ma chérie, je ne sais pas qui t'a dit que tu pouvais entrer ici, mais cette fête est extrêmement exclusive. Il n'y a pas d'entrée pour les personnes sans invitation. Désolé.
Je ne veux pas entrer à la fête, mentit Élodie. Je dois juste remettre quelque chose au fiancé. C'est personnel, c'est important. Si c'est un cadeau, tu peux le laisser à la réception des cadeaux et nous nous chargerons de le transmettre. Ce n'est pas un cadeau, c'est au sujet de son fils. Silence. La jeune femme au dossier fronça les sourcils. Les deux agents échangèrent des regards perplexes. Le couple en rouge cessa de marcher, clairement intéressé par le drame. Le fiancé n'a pas d'enfant, dit la jeune femme lentement. Si, il en a. Il en a un. Élodie montra Léo. C'est son fils. La jeune femme regarda Léo. Puis elle regarda Élodie. Puis elle émit un rire bref, incrédule. Tu es sérieuse ? Tu es venue jusqu'à la fête de fiançailles de l'homme pour dire qu'il a un fils avec toi ? Ce n'est pas un mensonge. Regarde le garçon. Regarde ses yeux. Ils sont pareils à ceux de Guillaume. D'autres personnes arrivaient maintenant. Un groupe de 4 couples s'arrêta pour observer, tous vêtus de vêtements qui coûtaient des fortunes. Tous regardant Élodie comme si elle était un animal de cirque. « C'est pathétique !» chuchota quelqu'un. « Il y a toujours une folle qui essaie de faire un coup !» répondit une autre voix. La jeune femme au dossier croisa les bras. « Écoute, je ne sais pas quel est ton jeu ici, mais tu dois partir, maintenant, avant que ça ne devienne vilain. » Je ne mens pas. Guillaume de la Cour est le père de mon fils. Il doit savoir que Léo existe. Élodie parlait trop fort. Elle le savait. Mais le désespoir prenait le dessus. Elle était venue de si loin. Elle ne pouvait pas être bloquée à la porte. Léo commença à pleurer. « Maman, je veux partir. J'ai peur. »« Calme-toi, mon amour. Juste encore un peu. Maintenant, tu fais peur à un enfant. » dit la jeune femme. « Sécurité, s'il vous plaît. Escortez-la hors de la propriété. »« Non !» Élodie fit un pas en arrière quand l'agent tendit la main vers elle. Léo cria. D'autres invités s'arrêtèrent. Il y avait au moins 15 personnes qui regardèrent maintenant, des téléphones portables levés. Quelqu'un était déjà en train de filmer. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin qu'il voie Léo. Juste ça, 1 minute. Madame, ne m'obligez pas à utiliser la force. » Ce fut alors qu'Élodie vit la brèche. Un grand groupe d'invités arriva en même temps. 10, 12 personnes toutes ensemble, parlant fort, riant, remettant des invitations. Les agents furent distraits à vérifier les noms sur la liste. La jeune femme au dossier fut appelée pour résoudre quelque chose à la réception. Élodie prit Léo dans ses bras et courut. Elle dépassa les agents, passa le portique de sécurité, dépassa la réception. Quelqu'un cria derrière elle. Des pas lourds commencèrent à la poursuivre. Mais Élodie connaissait les environnements de travail des riches. Elle savait qu'il y avait toujours un couloir de service, une entrée latérale, un chemin secondaire. Elle le trouva. Elle courut le long d'un couloir étroit. Elle traversa une cuisine industrielle pleine de chefs préparant des canapés. Elle poussa une double porte, et soudain, elle se retrouva dans le salon principal. La vue lui coupa le souffle 1 seconde. De gigantesques lustres en cristal pendaient du plafond très haut. Des tables rondes couvertes de nappes en soie blanche et de compositions de roses qui devaient coûter 1 000 € chacune. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne dans des coupes en cristal. Un orchestre jouait en direct sur une scène éclairée. Tout brillait, tout était parfait, tout criait l'argent. Et il y avait des gens, des dizaines, 50, 60 peut-être, tous habillés comme s'ils allaient aux Oscars, de vrais diamants brillant au cou, des montres qui coûtaient plus cher que des voitures, des sourires blancs et parfaits. Élodie détonnait comme une tache sombre. Toutes les conversations s'arrêtèrent quand ils la virent. Le silence fut instantané et assourdissant. 50 paires d'yeux se tournèrent vers elle en même temps, vers ses vêtements simples, vers ses cheveux sans coiffure de salon, vers son vieux sac à main, vers Léo dans ses bras, les yeux écarquillés par la peur. « Qui a laissé entrer cette femme ?» demanda quelqu'un à voix haute. Élodie balaya la salle des yeux. Elle chercha Guillaume. Où était-il? Où? Là, au centre de la salle, à côté d'une femme éblouissante dans une robe blanche. Margot. Ça devait être Margot. Et à côté d'elle, dans un smoking bleu nuit parfaitement coupé, coupe de champagne à la main, souriant à un groupe de cadres,
Guillaume. Le cœur d'Élodie s'arrêta une seconde. Il était plus beau que dans ses souvenirs, plus mûr, plus sûr de lui, plus distant, comme s'il appartenait à un autre monde. Et il y appartenait. Léo le vit aussi. Et avant qu'Élodie ne puisse faire quoi que ce soit, avant qu'elle ne puisse penser, avant qu'elle ne puisse se préparer, Léo glissa de ses bras, ses petits pieds touchèrent le sol en marbre et il courut. « Papa !» Le cri du garçon de 3 ans résonna dans toute la salle comme un coup de feu. Et tout ce qu'Élodie avait planifié, tout ce qu'elle avait répété, tous les mots soigneux qu'elle avait préparés, s'évaporèrent, car il n'y avait pas de retour possible maintenant. Il n'y avait pas moyen de défaire ça. Il n'y avait pas moyen de protéger Léo de ce qui était sur le point d'arriver. La sécurité fit irruption dans la salle derrière elle. Léo courait entre les tables vers Guillaume. 50 invités observaient avec un mélange de choc et de curiosité morbide. Et Élodie resta paralysée à l'entrée de la salle, regardant le monde s'écrouler au ralenti, sachant qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. Mais c'était trop tard. Léo avait déjà atteint Guillaume. Il avait déjà étreint sa jambe. Il avait déjà dit le mot qui allait tout changer. « Papa !» Guillaume regarda en bas. Léo était accroché à sa jambe, le petit visage levé, un sourire énorme, les yeux verts, brillants de bonheur. Le garçon serrait sa jambe avec force, comme s'il avait peur que son père ne disparaisse. « Papa, je savais que tu existais! Maman a dit que tu existais !» La coupe de champagne glissa de la main de Guillaume. Elle tomba au sol. Le bruit du cristal se brisant fut le seul son dans la salle complètement silencieuse. Guillaume fit un pas en arrière. Léo trébucha mais ne lâcha pas prise. « Guillaume !» Margot, la fiancée, toucha son bras. Sa voix sortit fine, aiguë. « Qui est cet enfant ?» Élodie n'arrivait pas à bouger. Ses pieds étaient cloués au sol. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Elle voulait parler à Guillaume en privé. Elle voulait montrer le certificat de naissance. Elle voulait avoir une conversation. Mais Léo avait couru et maintenant tout était exposé, tout était public, tout était faux. Je ne sais pas, dit Guillaume. 4 mots qui coupèrent Élodie comme des couteaux. Quoi? Margot fit 2 pas en arrière. Comment ça, tu ne sais pas? Regarde ce garçon, il vient de t'appeler papa. Je n'ai jamais vu cet enfant de ma vie. Mensonge. Mensonge éhonté. Élodie savait que c'était un mensonge. Léo avait les mêmes yeux que lui, la même forme de visage, la même fossette au menton. N'importe qui avec des yeux pouvait voir la ressemblance. « Guillaume, c'est moi, Léo !» dit le garçon, souriant encore trop innocent pour comprendre ce qui se passait. « Tu te souviens de maman? Elle travaillait chez toi. Je suis ton fils !» Un murmure parcourut la salle. 50 invités chuchotant en même temps, des téléphones portables étant levés, des flashs clignotants. Élodie vit au moins 10 personnes filmant ouvertement. « Sécurité !» hurla Guillaume. « Enlevez-moi cet enfant !» Il repoussa Léo. Le garçon tomba assis sur le sol en marbre. La surprise sur son petit visage brisa le cœur d'Élodie en 1000 morceaux. Léo ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi le père qu'il avait rêvé de connaître venait de le pousser. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme le regardait avec dégoût. « Léo !» Élodie réussit enfin à bouger. Elle courut vers son fils, le prit dans ses bras. Léo commença à pleurer. Pas de douleur physique, mais de confusion, de rejet, de quelque chose qu'il était trop petit pour traiter, mais assez grand pour ressentir. Les agents arrivèrent. 2 d'entre eux. Ils agrippèrent les bras d'Élodie. « Lâchez-la! Appelez la police! C'est une violation de domicile. » Des voix venèrent de partout. Élodie serra Léo fort contre sa poitrine. Il sanglotait sur son épaule. « S'il te plaît, » implora Élodie, regardant directement Guillaume. « S'il te plaît, regarde-le simplement. Regarde-le et tu verras. C'est ton fils, Guillaume, c'est notre fils. Je ne te connais pas. » Sa voix était de glace. « Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas qui est cet enfant, et je ne sais pas quel genre d'arnaque tu essaies de monter, mais ça ne marchera pas. » « Une arnaque ?» Élodie sentit les larmes brûler ses yeux. « Tu penses que c'est une arnaque ?
Tu penses que je veux ton argent? Je veux juste que tu reconnaisses ton fils. Ce n'est pas mon fils. Guillaume était rouge maintenant, embarrassé, en colère. Il regarda autour de lui les invités, Margot, la famille de celle-ci. Sa réputation s'effondrait devant tout le monde. Cette femme est folle. Je n'ai jamais été avec elle. Je ne l'ai jamais connue. C'est une tentative ridicule d'extorsion. Menteur! Cria Élodie. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les contrôler. Tu sais qui je suis, l'été d'il y a 4 ans, la maison de plage de ta famille. Tu as dit que tu te fichais des différences. Tu as dit que j'étais spécial. Tu m'as menti et tu m'as utilisé. Et quand je suis tombée enceinte, tu m'as ignoré. Le silence devint encore plus lourd. Margot couvrit sa bouche de ses mains. Ses yeux étaient écarquillés. Plusieurs femmes dans la salle échangèrent des regards significatifs. Les hommes semblaient partagés entre le malaise et la curiosité morbide. Sécurité, sortez-la d'ici, maintenant. Guillaume ne regardait plus Élodie, il regardait le sol. Les agents commencèrent à traîner Élodie vers la sortie. Léo cria plus fort. « Non, je ne veux pas partir. Papa, papa, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas de moi ?» Chaque mot de Léo était un coup de poignard dans le cœur d'Élodie. Elle avait fait ça. Elle avait amené son fils jusqu'ici. Elle l'avait exposé à cet horrible rejet. Elle avait mis un garçon de 3 ans dans une situation traumatisante qu'il mettrait des années à traiter. Quel genre de mère faisait ça? Les larmes coulaient librement maintenant. Élodie n'essaya pas de les retenir. Elle laissa les agents la traîner. Elle laissa les gens rire. Elle laissa les téléphones enregistrer sa honte complète. Pathétique. Elle pensait vraiment qu'elle allait obtenir quelque chose avec ça? Pauvre Margot. Il y en a toujours une comme ça qui essaie de piéger un homme riche. Cet enfant ne lui ressemble même pas. Elle devrait être arrêtée pour violation de domicile. Les voix venaient de tous les côtés. Jugement, mépris. Personne ne la défendait. Personne ne remettait en question Guillaume. Bien sûr que non. Il était riche, puissant, respecté. Elle n'était personne. Une femme de ménage qui était devenue folle et avait envahi une fête de gens importants. Élodie regarda Léo dans ses bras. Il pleurait tellement qu'il arrivait à peine à respirer. Son petit visage était rouge, ses petits yeux verts gonflés. « Pardon, » chuchota-t-elle. « Pardon, mon amour, pardon. » Elle avait détruit son fils. Elle était venue jusqu'ici en pensant lui donner un père, et tout ce qu'elle avait réussi, c'était lui montrer que son père ne voulait pas de lui. Pire que de ne pas avoir de père, c'était d'avoir un père et d'être rejeté par lui. Léo n'oublierait jamais ça. Il n'oublierait jamais la sensation d'être repoussé. Il n'oublierait jamais d'avoir crié papa et d'avoir été ignoré. Il n'oublierait jamais d'avoir été traîné dehors par la sécurité pendant que 50 personnes riaient. Élodie avait échoué comme mère, échoué à le protéger, échoué à lui donner ce qu'il méritait. Les agents étaient presque à la sortie quand une voix ferme, ancienne, autoritaire, résonna dans le salon. « Attendez !» Tout le monde s'arrêta. Les agents cessèrent de traîner Élodie. Les invités cessèrent de chuchoter. La musique s'arrêta. Même Léo cessa de pleurer une seconde, se contentant de renifler. Élodie leva les yeux. Une femme âgée marchait au centre de la salle. Elle devait avoir 70, peut-être 75 ans. Elle portait une robe bleu marine élégante, des bijoux discrets mais clairement coûteux, posture droite, yeux perçants, cheveux blancs tirés en un chignon parfait. Et tous les gens dans la salle l'observaient avec un mélange de respect et de peur. « Grand-mère » dit Guillaume, et sa voix sortit faible. La femme ne le regarda pas. Elle marcha directement vers Élodie et Léo. Elle s'arrêta à 1 mètre de distance. Ses yeux se fixèrent sur le visage de Léo, et ils restèrent là pendant de longues secondes, étudiant, analysant, reconnaissant. Élodie retint son souffle. Qui était cette femme? Qu'allait-elle faire? Allait-elle empirer les choses? Allait-elle ordonner d'appeler la police pour de vrai? La vieille dame tendit la main et toucha doucement le visage de Léo. Le garçon cessa de pleurer, surpris par le toucher gentil. « Les yeux verts des de la cour, dit-elle doucement.
la fossette au menton des Delacour, la forme du visage des Delacour. Elle leva les yeux vers Élodie. Depuis combien de temps? Élodie arrivait à peine à parler. 3 ans. Il a 3 ans. La femme hocha la tête lentement. Puis elle se tourna vers la salle entière. Lâchez-la, tout de suite. Les agents obéirent immédiatement. Et Élodie sut que quelque chose était sur le point de changer. Madame Simone Delacour n'était pas n'importe quelle femme. Elle avait construit la moitié de l'empire de la famille de ses propres mains après que son mari fut mort trop jeune. Elle avait 76 ans et dirigeait les réunions du conseil d'administration avec plus d'autorité que des hommes de 40 ans. Quand elle parlait, les gens écoutaient. Quand elle ordonnait, les gens obéissaient. Et à ce moment-là, elle ordonnait aux agents de lâcher Élodie. « Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ?» Guillaume s'approcha. Sa voix essayait de paraître ferme, mais tremblait sur les bords. Cette femme a envahi la fête. Elle accuse faussement, elle essaie d'extorquer la famille. Tu ne peux pas simplement... Je ne peux pas quoi? Madame Simone l'interrompit sans quitter Léo des yeux. Je ne peux pas utiliser mes propres yeux? Je ne peux pas reconnaître le sang de ma famille quand je le vois? Elle ment. Vraiment? Enfin, Simone regarda son petit-fils. Son regard était de l'acier pur. Alors explique-moi pourquoi ce garçon a les yeux de ton grand-père. Les mêmes yeux verts que seules 3 personnes dans cette famille ont eu ces 80 dernières années. Ton grand-père, toi, et maintenant lui. Guillaume devint pâle. Élodie tenait Léo serré, croyant à peine à ce qui se passait. Cette femme, cette matriarche puissante de la famille Delacour, la défendait. Elle reconnaissait Léo. La fossette au menton, continua Simone, sa voix résonnant dans le salon silencieux. Caractéristique génétique rare de la famille Delacour. Ton arrière-grand-père l'avait. Ton père l'a. Tu l'as. Et ce garçon l'a. Elle se tourna vers la salle entière. Quelqu'un d'autre ici arrive à voir ce que je vois? Ou êtes-vous tous si préoccupés à protéger des réputations que vous avez perdu la capacité de voir la vérité devant votre nez? Personne ne répondit. Mais Élodie vit plusieurs invités regarder Léo avec de nouveaux yeux. Étudiants, comparant, reconnaissant les ressemblances qu'ils avaient refusé de voir auparavant. Margot, la fiancée, fit d'autres pas en arrière. Son visage était blanc comme du papier. « Madame Delacour, dit-elle, la voix tremblante, vous êtes en train de dire que Guillaume a vraiment un fils? Je dis qu'il y a un enfant de 3 ans dans cette salle qui porte des traits physiques inimitables de ma famille. Je dis que je veux des réponses. Et je dis que je vais découvrir la vérité, coûte que coûte. » Elle se tourna vers Élodie. « Quel est votre nom? » Élodie. Élodie Martin. « Et vous travaillez pour notre famille? » « Oui, l'été d'il y a 4 ans, dans la maison à Deauville. » Simone hocha la tête lentement. Ses yeux se plissèrent comme si elle cherchait un souvenir ancien. « Je me souviens de vous, » dit-elle enfin. « Fille maigre, travailleuse, toujours polie. J'étais là-bas pendant 2 semaines cet été-là. » Le cœur d'Élodie s'accéléra. La matriarche se souvenait d'elle. « Je me souviens aussi, » continua Simone, « d'avoir vu mon petit-fils passer beaucoup de temps à discuter avec une des femmes de chambre. J'ai trouvé ça étrange à l'époque. Guillaume n'avait jamais prêté attention au personnel avant, mais il semblait intéressé. Grand-mère, c'est ridicule. »« Silence !» La voix de Simone coupa l'air comme un fouet. Guillaume ferma la bouche instantanément. « Tu vas te taire pendant que je parle. Pour la première fois de ta vie privilégiée, tu vas écouter au lieu de parler. » Elle ramena son attention sur Élodie. « Quand avez-vous découvert que vous étiez enceinte? » 6 semaines après la fin de la saison. J'ai essayé de lui dire. J'ai envoyé des messages. J'ai appelé. Je suis allé jusqu'au bureau, mais il m'a bloqué. Il n'a rien voulu savoir. Et quand le bébé est-il né? Léo est né 9 mois plus tard, à l'hôpital Saint-Denis. J'ai le certificat de naissance. Il est dans mon sac. Montrez-le. Les mains tremblantes, Élodie sortit le document plié de son sac. Simone le prit, l'ouvrit, le lut attentivement. Ses yeux parcoururent chaque ligne, chaque détail. Le champ vide où aurait dû être le nom du père.
Pourquoi n'êtes-vous pas allé en justice? Demanda Simone. Pourquoi n'avez-vous pas poursuivi pour reconnaissance de paternité, pour la pension? Parce que je ne voulais pas l'argent, répondit Élodie, les larmes coulant de nouveau. Je n'ai jamais voulu l'argent. Je voulais que Léo connaisse son père. Je voulais qu'il sache d'où il venait. Je voulais que Guillaume fasse la bonne chose parce que c'était la bonne chose, pas parce qu'un juge l'avait ordonné. Et pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Pourquoi justement le jour des fiançailles? Élodie regarda Léo, qui était calme maintenant, observant juste la vieille dame avec une curiosité enfantine. Parce que mon fils me demande tous les jours où est son père. Parce qu'il voit d'autres enfants avec des papas et demande pourquoi lui n'en a pas. Parce que je ne pouvais plus le regarder et mentir en disant que je ne sais pas qui est le père. Et parce que je pensais que si Guillaume voyait Léo, s'il regardait dans les yeux de son propre fils, peut-être qu'il ressentirait quelque chose, peut-être qu'il reconnaîtrait. Mais il n'a pas reconnu. Non, il m'a repoussé. Il a appelé la sécurité. Il a dit qu'il ne m'a jamais vu. Il a menti à tout le monde ici. Simone resta silencieuse pendant de longues secondes. Puis elle se tourna vers Guillaume. « Tu as été avec cette femme ?»« Non !»« Mensonge !» La voix de Simone tonna. « Ne me mens pas, garçon. C'est moi qui t'ai élevé. Je sais quand tu mens. Tes yeux fuyants, ta mâchoire qui se serre, tes poings qui se ferment. Les mêmes signes que tu avais quand tu cassais quelque chose et essayais de blâmer les employés. Maintenant, dis-moi la vérité. Tu as été avec elle ?» Le silence fut long et lourd. Tous les gens dans la salle retenaient leur souffle. Margot avait les larmes aux yeux. Et Guillaume regardait le sol. « Réponds !» ordonna Simone. « C'était une fois, » murmura-t-il. « Peut-être deux, ça ne signifiait rien. » Un sanglot échappa à Margot. Elle retira la bague de son doigt et la jeta au sol. Le diamant de 300 000 € roula sur le marbre comme une pierre quelconque. « Connard !» chuchota-t-elle. « Maudit menteur !» Ses parents se levèrent. D'autres membres de la famille Vasseur firent de même. Ils commencèrent à sortir de la salle. Le mariage était fini avant même d'avoir commencé. Les accords commerciaux détruits. La fusion des empires défaite. Et tout ça à cause d'un secret que Guillaume avait essayé d'enterrer. Simone ne sembla surprise par aucune de ses réactions. Elle s'attendait exactement à ça. Elle avait vu des hommes puissants tomber pour moins que ça. « Élodie Martin, dit-elle, ramenant toute son attention sur la mère et le fils. Vous êtes venus ici aujourd'hui en cherchant une reconnaissance pour votre fils. Vous êtes venus en cherchant à ce que cet homme admette sa paternité. Mais quelque chose me dit que vous doutez de votre décision maintenant. Vous regrettez d'avoir amené cet enfant dans cet environnement hostile. » Élodie ne réussit pas à répondre. Elle acquiesça seulement, les larmes tombant. « Vous devriez regretter d'autres choses. Vous devriez regretter d'avoir attendu 3 ans. Vous devriez regretter de ne pas vous être battu pour les droits de votre fils avant, mais pas d'être venu ici aujourd'hui. » Simone posa la main sur l'épaule d'Élodie. « Parce qu'aujourd'hui, à cette fête, devant 50 témoins, mon petit-fils a admis qu'il a été avec vous. Et ce garçon... » Elle regarda de nouveau Léo. Elle toucha son petit visage avec tendresse. « Ce garçon a le sang des Delacour qui coule dans ses veines. N'importe qui avec des yeux peut le voir, et je ne permettrai pas qu'un arrière-petit-fils à moi grandisse sans nom, sans famille, sans la reconnaissance qui est son droit de naissance. » « Qu'est-ce que vous dites ?» Élodie arrivait à peine à respirer. Simone sourit pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette conversation. « Je dis que nous allons faire un test ADN, aujourd'hui, maintenant, et quand il confirmera ce que je sais déjà être vrai, nous allons garantir que Léo Delacour, oui, Delacour, est tout ce que la loi et la morale lui garantissent. Test ADN ?» Guillaume fit un pas en avant. « Grand-mère, tu ne peux pas être sérieuse. Devant tous ces invités, ça va faire la une de tous les magazines demain. »« Parfait, » répondit Simone sans hésiter. « Ainsi tout le monde saura que la famille Delacour
ne fuit pas ses responsabilités, que nous assumons nos erreurs, que nous reconnaissons notre sang quand nous le voyons. Mais tu la crois juste comme ça pourrait être une arnaque. Il se pourrait qu'elle ait entraîné le garçon à dire ces choses. Il se pourrait que tu sois un lâche, le coupa Simone. Il se pourrait que tu aies utilisé une jeune employée et que tu l'aies jetée quand elle est devenue gênante. Il se pourrait que tu aies ignoré ton propre fils pendant 3 ans parce qu'il était plus facile de feindre qu'il n'existait pas. Le silence dans la salle était absolu. Personne n'osait même respirer fort. Simone se tourna vers un homme en costume gris qui était près de la table principale. « Docteur Laurent, avez-vous toujours votre kit de prélèvement dans votre mallette médicale? Je sais que vous voyagez toujours préparé. » L'homme, qu'Élodie réalisait maintenant être un médecin, hocha la tête. « Toujours, Madame de la Cour, on ne sait jamais quand ce sera nécessaire. »« Alors faites les prélèvements. De Guillaume et du garçon. Je veux des échantillons adéquats pour un test de paternité. » Maintenant, le docteur Laurent semblait surpris. « Ici? Maintenant. Ici. Devant tout le monde. Je veux des témoins. Je veux que personne ne puisse remettre en question la légitimité de ce test plus tard. » Le médecin acquiesça et alla chercher sa mallette. Guillaume resta figé, pâle, en sueur. Il regarda autour de lui cherchant du soutien, mais ne trouva que des regards de jugement. Ses amis évitaient son regard. Les collègues d'affaires chuchotaient entre eux. Les membres de la famille Vasseur, qui n'étaient pas encore sortis, le dévisageaient avec un pur mépris. « Je refuse, » dit finalement Guillaume. « Je ne ferai pas ça ici. Si elle veut un test ADN, elle peut porter plainte en justice comme n'importe quelle personne normale. Je ne me soumettrai pas à ce cirque. »« Ce n'est pas une demande, » dit Simone calmement. « C'est un ordre. Soit tu fais le test ici, maintenant, volontairement, soit je garantis que tu perds le contrôle de ta participation dans l'entreprise jusqu'à ce que la question soit résolue. Tu me connais assez bien pour savoir que je ne fais pas de menaces en l'air. » Les yeux de Guillaume s'écarquillèrent. « Grand-mère, tu ne peux pas faire ça. Les actions sont à moi. Papa me les a laissées. Ton père t'a laissé 40%. Je contrôle encore 35%. Ton oncle en contrôle 15%. Ta mère en a 10%. Tu crois qu'ils vont être de ton côté ou du mien quand ils sauront que tu pourrais avoir abandonné un petit-fils, un neveu, un fils ?» Guillaume ouvrit et ferma la bouche. Il n'avait pas de réponse. Il n'avait pas d'issue. Le docteur Laurent revint avec une boîte blanche. Il l'ouvrit, révélant des écouvillons stériles, des tubes à essai, des gants jetables. « J'aurai besoin d'échantillons de muqueuse buccale de vous deux, » expliqua-t-il. « C'est indolore. Juste un coton-tige à l'intérieur de la joue. Le résultat préliminaire sort en 48 heures si je l'envoie au laboratoire privé tout de suite. Résultat définitif en 5 jours. » Il s'approcha d'abord de Guillaume. « Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. » Guillaume hésita. Il regarda sa grand-mère, il regarda Élodie, il regarda Léo, qui observait tout avec de grands yeux confus. Alors, vaincu, il ouvrit la bouche. Le docteur Laurent fit le prélèvement avec une efficacité professionnelle. Il frotta l'écouvillon à l'intérieur de la joue de Guillaume pendant 10 secondes, puis le mit dans un tube scellé, étiqueté avec le nom, la date et l'heure. Maintenant, le garçon. Il s'agenouilla devant Léo. Il sourit gentiment. « Salut, champion. Comment tu t'appelles ?»« Léo, » répondit le garçon tout bas. « Léo, je vais passer un coton-tige dans ta bouche, d'accord? Ça ne fera pas mal du tout. C'est juste pour qu'on sache une chose importante. Tu peux ouvrir la bouche pour moi ?» Léo regarda Élodie. Elle acquiesça, l'encourageant. Le garçon ouvrit la bouche. Le médecin fit le prélèvement rapidement, gentiment. Léo ne cligna même pas des yeux. « Fini, tu as été très courageux. » Le docteur Laurent scella le deuxième tube. Il tint les deux dans la main, les leva pour que tout le monde voie. Échantillon prélevé à 21h47 le 23 novembre en présence d'environ 50 témoins, incluant Madame Simone Delacour, Guillaume Delacour, Élodie Martin et Léo Martin.
Je vais personnellement porter tout ça au laboratoire Gene Précision ce soir même. Il travaille 24 heures sur 24. Le résultat préliminaire sera disponible lundi matin. Merci, docteur, dit Simone. Elle se tourna vers la salle. La fête est finie. Tout le monde peut rentrer chez soi. Il y a des choses plus importantes qui se passent ici que des célébrations. Personne ne discuta. Les invités commencèrent à se lever. Certains lancèrent des regards curieux vers Élodie et Léo. D'autres voulaient juste sortir de là le plus vite possible. En 10 minutes, la salle qui comptait 50 personnes était pratiquement vide. Il ne resta que Simone, Guillaume, Élodie, Léo, le docteur Laurent, et 2 agents que Simone avait ordonné de rester. « Élodie, dit Simone, s'asseyant sur une des chaises et indiquant à Élodie de faire de même. « Racontez-moi tout, depuis le début. Comment vous vous êtes rencontrés, ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas cherché de l'aide avant. » Et Élodie raconta. Elle raconta l'été d'il y a 4 ans. Comment Guillaume avait été gentil, attentionné, différent des autres patrons. Les conversations tard dans la nuit, les promesses, quand elle avait cru que peut-être, juste peut-être, les différences sociales ne comptaient pas. Elle raconta la grossesse, les tentatives désespérées de contact, le fait d'être bloqué, ignoré, jeté. Elle raconta la naissance de Léo, le fait de travailler à 3 endroits, les nuits sans dormir, le fait d'élever un fils seul pendant que son père vivait une vie de luxe à quelques kilomètres de distance. Simone écouta tout sans interrompre. Ses yeux devinrent plus durs à chaque mot, surtout quand elle regardait Guillaume, qui s'était assis sur une chaise au loin, la tête dans les mains. « Vous avez où dormir ce soir ?» demanda Simone quand Élodie termina. « J'ai mon appartement. C'est petit, mais c'est à nous. »« Où ?»« Banlieue nord, Saint-Denis. » Simone hocha la tête. « Demain matin, je vais envoyer mon avocat pour discuter avec vous. Il va vous expliquer vos droits, ce que vous pouvez chercher légalement, comment nous allons procéder après que le test aura confirmé la paternité. Vous n'avez pas besoin d'un avocat à vous si vous ne pouvez pas payer. Je couvre les frais. »« Pourquoi ?» demanda Élodie, sincèrement confuse. « Pourquoi m'aidez-vous? Je ne suis personne. J'ai envahi la fête de votre petit-fils. J'ai détruit son mariage. »« Vous n'avez rien détruit, » répondit fermement Simone. « Il a détruit tout ça avec ses propres choix. Et je vous aide parce que ce garçon... » Elle regarda Léo qui s'était endormi sur les genoux d'Élodie, épuisé émotionnellement. « Ce garçon est mon arrière-petit-fils. Et je n'abandonne pas ma famille. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai jamais. » Élodie sentit de nouvelles larmes, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de honte ou de douleur. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'espoir. Pour la première fois en 3 ans, elle n'était pas seule dans ce combat. « Vous pouvez rentrer chez vous, » dit Simone gentiment. « Reposez-vous. Lundi, nous commençons à tout régler. » Élodie se leva, Léo lourd dans ses bras. Elle commença à marcher vers la sortie. « Élodie !» appela Simone. Elle s'arrêta, se tourna. « Vous avez été très courageuse de venir ici aujourd'hui. Très courageuse. Votre fils a de la chance de vous avoir. » Et alors qu'Élodie sortait du pavillon Cambon, portant Léo endormi, elle sut que tout était sur le point de changer. Parce que dans 48 heures, la vérité serait confirmée. Et alors, rien ne serait comme avant. Lundi arriva trop lentement et trop vite en même temps. Élodie dormit à peine le week-end. Elle passait des heures allongée sur le matelas fin, regardant le plafond fissuré, écoutant Léo respirer à côté d'elle, imaginant comment ce serait quand le résultat arriverait. Et si c'était négatif? Et si par un miracle de la science, Léo n'était pas le fils de Guillaume, même avec toutes ses ressemblances criantes? Elle serait poursuivie pour violation de domicile, diffamation, tentative d'extorsion. Elle perdrait tout. Mais au fond, elle savait. Elle savait que Léo était son fils. Elle le savait parce qu'elle n'avait été qu'avec Guillaume. Elle le savait parce qu'elle voyait le père dans le visage du fils tous les jours. Elle le savait parce qu'une mère sait toujours. L'avocat de Simone appela dimanche après-midi, Maître Bernard Dubois. Voix grave, professionnelle mais étonnamment gentille.
Il expliqua que le test préliminaire serait prêt lundi à 10 heures du matin, que Simone voulait qu'Élodie soit présente quand ils ouvriraient le résultat, qu'il y aurait des témoins, un document signé, tout très officiel. « Et si c'est positif ?» demanda Élodie, la voix tremblante. « Quand ce sera positif, corrigea-t-il gentiment, nous entamerons immédiatement une action en reconnaissance de paternité, demande d'inscription au nom du père, pension alimentaire et tout ce que la loi garantit. Vous n'avez pas à vous soucier des coûts. Madame de la Cour couvre tout. » Élodie remercia et raccrocha. Elle serra Léo dans ses bras et pleura. Lundi, 9h30 du matin. Élodie était devant le bureau de la famille de la Cour, un immeuble en verre à la Défense. 23 étages. Elle était venue avec Léo, qui portait les mêmes petits vêtements de la fête parce que c'étaient les seuls corrects qu'il avait. Sa main transpirait dans la sienne. « Maman, pourquoi on est là ? On va découvrir quelque chose d'important, mon amour. À propos de ce monsieur, celui qui m'a poussé. » Élodie déglutit difficilement. Léo avait posé cette question une vingtaine de fois le week-end. Elle n'avait jamais su bien répondre. Oui, à propos de lui. Ils montèrent en ascenseur jusqu'au 18e étage. Une secrétaire polie les reçut, offrit un café qu'Élodie ne réussit pas à boire. La salle de réunion était énorme, avec une table en bois qui pouvait accueillir 20 personnes. Des fenêtres du sol au plafond montrant Paris tout entier. Simone était déjà là, aussi Maître Dubois, l'avocat, le docteur Laurent, le médecin. 2 hommes qu'Élodie ne connaissait pas mais qui semblaient importants. Et Guillaume, assis dans le coin le plus éloigné, regardant par la fenêtre, évitant tous les regards. Élodie, Simone se leva. Léo, merci d'être venu. Elle indiqua des chaises. Élodie s'assit, Léo sur ses genoux. Il regardait tout avec des yeux écarquillés, impressionné par le luxe. Le laboratoire vient d'envoyer le résultat, dit le docteur Laurent, tenant une enveloppe scellée. Je ne l'ai pas encore ouverte. Madame Delacour a demandé de vous attendre. Élodie arrivait à peine à respirer. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. « Avant que nous ouvrions, » dit Simone, regardant directement Élodie, « je veux que vous sachiez une chose. Peu importe ce que dit ce papier, je vous crois. Je crois que vous avez été utilisé par mon petit-fils et jeté. Je crois que vous avez passé 3 ans à élever cet enfant seul. Et je crois que vous méritez justice. Si le test confirme ce que mes yeux savent déjà, nous garantirons tous les droits de Léo. Si pour une raison bizarre, c'est négatif, je vous aiderai quand même à trouver un meilleur emploi, parce que vous le méritez. » Les larmes brûlaient les yeux d'Élodie. Personne n'avait jamais cru en elle comme ça, personne n'avait jamais été de son côté. « Merci », fut tout ce qu'elle réussit à dire. Simone fit signe au docteur Laurent. « Vous pouvez ouvrir. » Le médecin déchira le sceau. Il ouvrit l'enveloppe. Il sortit une feuille avec l'entête du laboratoire Gene Précision. Ses yeux parcoururent le papier, et alors il sourit. Probabilité de paternité, 98,9%. Guillaume Delacour est le père biologique de Léo Martin. Le silence qui suivit fut absolu. Élodie sentit le monde tourner. Elle savait que ce serait positif. Elle le savait, mais l'entendre à voix haute, officielle, scientifique, irrévocable, c'était différent, c'était réel, c'était définitif. « Laisse-moi voir ça », dit Guillaume, se levant pour la première fois. Le docteur Laurent passa le papier. Guillaume lut, relut. Ses yeux restèrent fixés sur le nombre. 99,9%. Il n'y avait pas de marge d'erreur. Il n'y avait pas moyen de nier. Léo était son fils. Il laissa le papier tomber sur la table. Il couvrit son visage de ses mains. Et pour la première fois depuis qu'Élodie l'avait connu, Guillaume pleura. Ce ne fut pas beau. Ce ne fut pas digne. Ce fut brisé, désespéré, les pleurs d'un homme qui avait détruit quelque chose de précieux et ne réalisait que maintenant l'ampleur des dégâts. « J'ai un fils, » dit-il entre 2 sanglots. « J'ai un fils de 3 ans et je l'ai abandonné, j'ai menti.
Je l'ai poussé, mon Dieu, quel genre de monstre je suis. Personne ne répondit, parce qu'il n'y avait pas de bonne réponse à cette question. Simone prit le papier. Elle le lut avec soin. Puis elle signa dans la partie témoin et le passa à Maître Dubois pour qu'il signe aussi. Ce document sera annexé à la requête en reconnaissance de paternité que nous allons déposer aujourd'hui même au tribunal de grande instance, dit-elle. Léo aura le nom Delacour ajouté au registre de naissance. Guillaume paiera une pension rétroactive aux 3 années et Léo aura tous les droits légaux comme héritier de la famille Delacour. Je ne veux pas l'argent, dit Élodie, surprenant tout le monde, y compris elle-même. Ce n'est pas pour ça que je suis venue, ce n'est pas pour ça que j'ai fait tout ça. Alors pourquoi? Demanda Simone gentiment, bien qu'elle sût déjà la réponse. Parce que mon fils méritait d'avoir un nom complet, il méritait de savoir qui est son père. Il méritait de ne pas grandir avec ce trou dans l'âme, cette question sans réponse. Je ne veux pas de manoir, je ne veux pas de voiture, je ne veux pas faire partie de votre vie luxueuse, je veux juste... Sa voix se brisa. Les larmes coulaient librement maintenant. Je veux juste que quand mon fils demandera « Qui est mon père ?», je puisse répondre par un nom. Je veux juste de la dignité pour lui. Je veux juste la justice. Simone se leva. Elle marcha jusqu'à Élodie. Et elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle serra Élodie dans ses bras. « Vous avez déjà la justice », chuchota Simone. « Vous avez gagné. Votre fils a un nom maintenant. Léo Delacour Martin, et personne ne peut lui enlever ça. » Élodie s'effondra. 3 ans de douleur, 3 ans de lutte, 3 ans de nuits sans dormir et de questions sans réponse. Tout sortit dans cette étreinte. Elle pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis le jour où Léo était né. Elle pleura de soulagement. Elle pleura de gratitude. Elle pleura parce qu'enfin, quelqu'un croyait en elle. Simone lâcha Élodie et s'agenouilla devant Léo. « Léo, dit-elle gentiment, tu sais qui je suis ?» Le garçon secoua la tête. « Je suis ton arrière-grand-mère, la grand-mère de ton papa. Et je veux que tu saches une chose très importante. Tu fais partie de notre famille maintenant. Officiellement, légalement, pour toujours. Personne ne pourra plus jamais dire que tu n'as pas de papa. Personne ne pourra plus jamais te rejeter. Parce que tu es un Delacour. Et les Delacour ne sont pas abandonnés. » Elle ouvrit les bras. « Je peux te faire un câlin ?» Léo regarda Élodie. Elle acquiesça, souriant à travers ses larmes. Le garçon se jeta dans les bras de Simone. Et la matriarche de 76 ans, qui avait construit un empire, qui avait affronté des hommes puissants dans des salles de réunion, qui n'avait jamais montré de faiblesse, pleura. Elle pleura serrée contre l'arrière-petit-fils qu'elle venait de gagner, contre le garçon qui portait son sang, contre l'enfant qui méritait d'avoir été reconnu dès le premier jour. « Bienvenue dans la famille, mon garçon », chuchota-t-elle. « Bienvenue à la maison. » Élodie observait la scène et ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Ça n'avait pas été facile. Ça avait été humiliant, traumatisant, douloureux. Mais ça en avait valu la peine. Parce que maintenant, Léo avait un nom complet. Il avait une famille. Il avait un futur qu'elle seule ne pourrait jamais lui donner. Et Élodie, la femme de ménage que tous avaient essayé de réduire au silence, avait gagné. Guillaume avait encore les mains couvrant son visage. Son corps entier tremblait. Ses épaules montaient et descendaient à chaque respiration irrégulière. Il avait passé 3 ans à construire un mensonge parfait. 3 ans à feindre que Léo n'existait pas. 3 ans à choisir sa réputation au lieu de son fils. Et en 5 minutes, tout s'était écroulé. « Guillaume !» dit Simone, sa voix perdant la gentillesse qu'elle avait utilisée avec Léo. « Tu as quelque chose à dire ?» Il baissa les mains. Ses yeux étaient rouges, son visage mouillé. Pour la première fois, il regarda directement Léo. Il le regarda vraiment. Il vit les yeux verts, qui étaient la réplique exacte des siens. Il vit la fossette au menton, que son père disait toujours être la marque de fabrique des Delacour. Il vit la forme du nez, la courbe des sourcils, jusqu'à la façon dont les cheveux tombaient sur le front. C'était comme regarder une photo de lui quand il avait 3 ans.
Comment avait-il pu nier ça? Comment avait-il pu regarder ce garçon à la fête et mentir en disant qu'il ne voyait pas la ressemblance? Je ne sais pas quoi dire. Que dis-tu de commencer par demander pardon? Suggéra Maître Dubois, la voix tranchante. Même en étant l'avocat de la famille, il était clair qu'il avait zéro respect pour ce que Guillaume avait fait. Pardon? Guillaume eut un rire amer. Comment je demande pardon pour 3 ans? Comment je demande pardon pour avoir poussé mon propre fils? Pour avoir appelé la sécurité? Pour avoir humilié sa mère devant 50 personnes? Tu commences par dire les mots, répondit Simone. Et ensuite tu passes le reste de ta vie à essayer de compenser. Guillaume se leva. Il marcha lentement jusqu'à l'endroit où Élodie était assise avec Léo sur les genoux. Chaque pas semblait peser une tonne. Quand il arriva près d'eux, il s'agenouilla. Il se mit à la hauteur des yeux du garçon. « Léo !» Sa voix sortit rauque. « Je suis ton papa, pour de vrai. Le papier l'a confirmé, et je suis tellement désolé. Je suis désolé de ne pas avoir été là quand tu es né. Je suis désolé de ne pas avoir cru ta maman. Je suis désolé de t'avoir poussé à la fête. Tu ne méritais pas ça, rien de tout ça. » Léo le regarda avec ses yeux énormes et innocents. « Tu ne m'aimes pas ?» La question fut un coup de poignard dans le cœur de Guillaume. « Non, ce n'est pas ça. J'avais peur. Peur de changer ma vie. Peur d'assumer la responsabilité. Peur d'être jugé. Mais rien de tout ça n'importe maintenant. Tu es mon fils, et j'aurais dû reconnaître ça dès la première seconde. Tu vas me pousser encore? Jamais. Plus jamais. Je le jure. » Léo resta calme un moment. Puis avec la simplicité brutale des enfants, il demanda « Tu peux m'emmener au parc? Les autres enfants y vont avec leur papa. Moi, je n'y suis jamais allé avec un papa. » Guillaume ferma les yeux. Une larme coula. « Oui, je peux t'emmener au parc. Aujourd'hui même si tu veux. » Mais Élodie interrompit. « Pas aujourd'hui. Pas si vite. Léo a besoin de temps pour traiter tout ça. Et toi, tu dois prouver que tu as changé. Pas avec des mots. Avec des actions. » Guillaume la regarda. Pour la première fois, il la vit vraiment, pas la femme de ménage qu'il avait utilisée et jetée, mais une femme forte qui avait élevé un fils seul, qui avait travaillé à 3 endroits, qui avait affronté l'humiliation publique pour se battre pour ce qui était juste. « Tu as raison, dit-il, tu as tout à fait raison. Je ne mérite pas le pardon, pas maintenant, peut-être jamais. Mais je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être le père que Léo mérite. »« Je ne veux pas que tu sois parfait, » répondit Élodie. « Je veux que tu sois présent pour de vrai. Pas juste des chèques de pension, pas juste des cadeaux chers. Je veux que tu connaisses ton fils, que tu saches quelle est sa couleur préférée, que tu saches quelle histoire il aime avant de dormir, que tu saches ce qui le fait rire. »« Je vais apprendre, promit Guillaume. Je vais tout apprendre. » Simone assistait à l'échange avec approbation. Puis, elle se tourna vers Maître Dubois. « Déposez les documents aujourd'hui. Reconnaissance de paternité, modification du registre, pension rétroactive et tout le reste. Je veux tout régler en 2 semaines maximum. »« Oui, Madame de la Cour. Et encore une chose, continua-t-elle. Établissez un fonds fiduciaire pour Léo, 5 millions d'euros. Il y aura accès quand il aura 18 ans. Et jusque-là, Élodie aura le contrôle total de la façon dont l'argent est investi. »« Grand-mère, ce n'est pas nécessaire, » commença Guillaume. « Je ne demande pas ton avis, je dis ce qui va se passer. Ce garçon est héritier des de la Cour. Il aura ce qui est à lui de droit. » Élodie ouvrit la bouche pour protester, mais Simone leva la main. « Ce n'est pas de la charité, c'est son droit. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'argent maintenant si vous ne voulez pas. Vous pouvez le laisser investi. Mais Léo aura une sécurité financière. Il aura une éducation de qualité. Il aura des opportunités. Et personne ne pourra dire que c'était une faveur. C'est un héritage, c'est un droit du sang. » Les nouvelles du test ADN fuitèrent vite. Trop vite. Mardi, il y avait 3 articles sur des sites de potins. Mercredi, c'était dans les journaux économiques parce que la rupture des fiançailles avait affecté les affaires.
Jeudi, c'était devenu un sujet tendance nationale. Les réactions furent partagées. La moitié des gens soutenaient Élodie, courageuse, héroïne. Enfin, un homme riche tenu pour responsable. Des pages féministes partagèrent l'histoire comme exemple de lutte pour les droits. Des mères célibataires s'identifiaient, commentaient, envoyaient des messages de soutien. L'autre moitié la détruisait. Intéressée, calculatrice. Elle a détruit un mariage. Arnaqueuse. Les commentaires étaient cruels, misogynes, injustes. Élodie ne lisait plus. Simone avait engagé une entreprise pour surveiller et supprimer le contenu diffamatoire. Elle avait aussi engagé la sécurité pour Élodie et Léo après que leur adresse avait fuité et que des journalistes étaient apparus à la porte. Margot Vasseur donna une interview exclusive. « Je remercie d'avoir découvert avant le mariage, dit-elle, élégante même dans la douleur. Guillaume Delacour n'est pas l'homme que je pensais connaître, mais je souhaite bonne chance à Élodie et Léo. Ce sont eux les vraies victimes ici. » La déclaration de Margot changea la narration. Soudain, plus de gens commencèrent à voir Élodie comme une victime, pas une méchante. Guillaume perdit des amis. Il perdit des contrats. Il perdit le respect. Les cadres qui faisaient des affaires avec lui commencèrent à l'éviter. Les invitations aux événements cessèrent d'arriver. Sa photo quitta la couverture des magazines d'affaires et entra dans les pages à scandale. Mais il accepta tout, parce qu'il savait qu'il le méritait. 2 semaines après le résultat de l'ADN, par un samedi ensoleillé, Guillaume apparut à l'appartement d'Élodie. Il n'envoya pas de chauffeur. Il ne vint pas en voiture de sport. Il vint en Uber, portant un jean et un t-shirt, tenant un ours en peluche que Léo avait mentionné vouloir. « Je peux l'emmener au parc ? Juste 1 heure. Tu peux venir avec si tu veux. Je comprends si tu ne me fais pas encore confiance. » Élodie regarda Léo, qui observait son père avec une curiosité prudente. « Tu veux y aller, mon amour ?» Léo acquiesça doucement. « Je viens avec, » décida Élodie, « mais tu peux lui tenir la main sur le chemin. » Et alors, pour la première fois de sa vie, Léo marcha main dans la main avec son père. Ce ne fut pas parfait, ce fut maladroit. Guillaume ne savait pas quelles questions poser. Léo était timide. Élodie resta tendue tout le temps. Mais c'était un début. Et parfois, un début est tout ce dont on a besoin. Simone assistait de loin, satisfaite. Elle avait forcé son petit-fils à faire la bonne chose. Elle avait garanti que Léo ait sa place dans la famille. Elle avait prouvé que les Delacour n'abandonnent pas leur sang. La vérité avait gagné. La justice avait été faite. Et un enfant de 3 ans avait enfin ce qu'il avait toujours mérité. Un nom complet, une famille et un père qui, même trop tard, essayait de faire ce qui était juste. Toutes les fins ne sont pas parfaites, mais certaines sont justes. Et la justice, parfois, est la meilleure fin possible. 3 mois passèrent depuis ce lundi qui changea tout. Élodie se réveillait encore parfois en pensant qu'elle avait rêvé, que le test ADN, que Simone, que la reconnaissance de Léo, tout n'avait été qu'un rêve désespéré d'une mère épuisée. Mais alors elle regardait le nouveau certificat de naissance accroché au mur où il était écrit « Léo Delacour Martin » et elle savait que c'était réel. Cette histoire n'a jamais été une question d'argent. Il n'a jamais été question qu'Élodie veuille entrer dans la vie de luxe des Delacour. Il n'a jamais été question de vengeance ou de détruire le mariage de Guillaume. Il a toujours été question depuis le premier instant d'une chose simple et fondamentale, la dignité. La dignité d'un enfant d'exister complètement, d'avoir un nom complet, de ne pas porter l'absence comme une cicatrice invisible, de pouvoir répondre oui quand quelqu'un demandait s'il avait un papa. La société est cruelle avec les mères célibataires. Élodie a appris ça de la manière la plus douloureuse. Les gens supposent des choses, jugent, chuchotent. Elle a été facile. Probablement qu'elle ne sait même pas qui est le père. Elle a dû s'impliquer avec un homme marié, comme si élever un enfant seul était une punition méritée pour quelque péché imaginaire. Mais les pères, ceux-là sont rarement jugés.
Ceux-là disparaissent, construisent de nouvelles vies, épousent d'autres femmes, et personne ne remet en question. Personne ne les arrête dans la rue et demande « Où est ton fils ?» Personne ne les traite d'irresponsables sur les réseaux sociaux. Ils font simplement avancer. Guillaume aurait pu avancer. Il aurait épousé Margot. Il aurait fusionné les empires. Il aurait eu d'autres enfants, légitimes, reconnus, aimés. Et Léo aurait grandi sans père, une statistique de plus, un enfant de plus sans nom paternel sur le certificat. Mais Simone a changé ça. Ce n'est pas Élodie qui a gagné seule. C'est une femme de 76 ans qui a choisi la vérité au lieu de la convenance, qui a choisi la justice au lieu de la réputation familiale, qui a regardé un garçon de 3 ans et a vu non pas un scandale, mais un arrière-petit-fils. Simone aurait pu rester silencieuse. Elle aurait pu expulser Élodie avec la sécurité. Elle aurait pu protéger Guillaume, étouffer le scandale, payer Élodie pour qu'elle se taise. Beaucoup de familles riches font exactement ça. Elles paient pour le silence. Elles enterrent des vérités gênantes. Mais elle a choisi différemment, et ce choix enseigne quelque chose de puissant sur le caractère. Ce n'est pas la richesse qui définit une personne, ce n'est pas le statut social, ce n'est pas le nom de famille. C'est ce que vous faites quand personne ne regarde. C'est si vous choisissez de faire ce qui est juste même quand ce qui est faux est plus facile. C'est si vous avez le courage d'affronter des vérités inconfortables. Guillaume a fait une erreur grave. Il a utilisé Élodie quand c'était pratique et l'a jetée quand c'est devenu compliqué. Il a nié son propre fils pendant 3 ans. Il a choisi son image au lieu de sa responsabilité. Mais lui aussi apprend, lentement, en trébuchant. Ce n'est pas un père parfait. Il commet encore des erreurs. Il ne sait pas encore instinctivement ce dont Léo a besoin. Mais il essaie. Il apparaît chaque semaine. Il appelle quand il promet d'appeler. Il est en thérapie, travaillant sur lui-même, essayant de comprendre pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Et peut-être que c'est ça que la paternité signifie vraiment. Pas la perfection, mais la présence. Pas réussir toujours, mais essayer toujours. Élodie a appris que demander justice n'est pas mal, que se battre pour les droits de son fils ne fait pas de toi une intéressée, qu'avoir le courage d'affronter un système qui favorise les puissants ne fait pas de toi une méchante. Elle a appris que sa voix compte, que son fils compte, qu'elle, même en étant femme de ménage, même en habitant en banlieue, même en n'ayant pas d'argent ou de relations, elle compte. Léo a appris qu'il a un père, pas le père des contes de fées, pas le père qui était là depuis le début, mais un père qui essaie, et pour un enfant de 3 ans, c'est déjà quelque chose. La leçon de cette histoire n'est pas que tout finit bien. Ce n'est pas que l'amour conquiert tout. Ce n'est pas que la justice prévaut toujours. La leçon est que parfois tu dois te battre, parfois tu dois être courageuse, parfois tu dois envahir la fête, affronter la sécurité, supporter l'humiliation, parce que l'alternative est que ton fils grandisse avec un trou dans l'âme. Et parfois, juste parfois, quelqu'un avec du pouvoir choisit de faire la bonne chose. Quelqu'un voit la vérité que d'autres essaient de cacher. Quelqu'un tend la main quand tous les autres ferment les portes. Parce qu'à la fin, peu importe combien d'argent tu as, ce qui importe, c'est quel genre de personne tu es quand tout est en jeu. 6 mois après le test ADN, la vie d'Élodie était méconnaissable. Elle travaillait encore. Elle avait refusé l'offre de Simone de payer un meilleur appartement. « Je dois faire ça à ma façon », avait-elle expliqué. Mais elle avait accepté un meilleur emploi que Simone avait arrangé. Assistante administrative dans une entreprise partenaire des Delacour. Salaire digne, CDI, un seul poste. Elle réussissait à aller chercher Léo à l'école maintenant. Elle réussissait à dîner avec lui. Elle réussissait à dormir 6 heures par nuit au lieu de 4. Léo était dans la meilleure crèche de la banlieue Est. Payé par Guillaume, mais choisi par Élodie. Il s'épanouissait. Plus sûr de lui, plus heureux. Il demandait encore après son père, mais maintenant, il avait des réponses. Mon papa vient me chercher samedi. Mon papa m'a appelé hier. Mon papa a dit qu'il va m'emmener au zoo. Ce n'était pas parfait,
Certains samedis, Guillaume annulait à cause du travail. Certains appels étaient courts et maladroits. Certaines visites finissaient avec Léo confus sur pourquoi son père partait de nouveau. Mais c'était quelque chose. C'était plus que ce que Léo avait avant. C'était un début. Guillaume a changé. Pas complètement, pas du jour au lendemain, mais graduellement. Il a fait une thérapie, il a affronté ses privilèges, il a compris qu'il avait utilisé le pouvoir et l'argent pour éviter les conséquences toute sa vie. Qu'Élodie n'avait pas été la première personne qu'il avait jetée quand c'était devenu gênant, seulement celle qui avait eu le courage de l'affronter. L'empire entrepreneurial a survécu au scandale. Guillaume a perdu le contrat Vasseur, mais a gagné le respect dans des endroits inattendus. Des femmes entrepreneurs ont commencé à faire des affaires avec lui parce qu'il avait assumé la responsabilité publiquement. Au moins, il ne s'est pas enfui à la fin, disait-elle. Simone est devenue une partie de la vie de Léo. Arrière-grand-mère présente. Tous les dimanches, elle envoyait le chercher pour déjeuner au manoir. Elle lui enseignait l'histoire de la famille. Elle montrait des photos anciennes. Elle racontait des histoires de l'arrière-grand-père que Léo ne connaîtrait jamais, mais dont il portait le nom maintenant. Et Élodie? Élodie a découvert qu'elle avait une voix. Elle a reçu des invitations pour parler dans des groupes de mères célibataires. Son histoire inspirait. Elle montrait qu'il était possible de se battre contre des systèmes injustes et de gagner. Que les femmes pauvres avaient aussi des droits. Que les fils de femmes de ménage méritaient aussi une reconnaissance. Elle a commencé petit, des conférences dans des centres communautaires, puis ça a grandi. Des ONG ont appelé, des émissions de radio ont invité. Un podcast sur les droits des femmes a fait un épisode entier sur elle. Élodie n'avait jamais imaginé qu'elle serait activiste. Mais elle était en train de le devenir, parce qu'elle avait vécu l'injustice, elle avait affronté le système, et elle avait gagné. Toutes les mères célibataires n'auraient pas une Simone pour les défendre. Toutes n'auraient pas un test ADN prouvant la paternité. Toutes n'obtiendraient pas justice. Mais l'histoire d'Élodie montrait que c'était possible, et ça donnait de l'espoir. Un an après la fête, par un samedi pluvieux, Guillaume arriva pour chercher Léo comme il le faisait chaque semaine. Mais cette fois, il apporta quelque chose de différent. Une lettre. « J'ai écrit ça pour que tu la lises quand tu voudras », dit-il à Élodie. « Ça n'a pas besoin d'être maintenant, ça n'a pas besoin d'être jamais, mais j'avais besoin d'écrire. » Élodie garda la lettre. Elle l'a lue seule cette nuit-là, après que Léo se fût endormi. C'était 4 pages. Demande d'excuses détaillée, reconnaissance de chaque erreur, gratitude pour qu'elle se soit battue quand il s'était enfui, promesse de faire mieux, et à la fin, une ligne qui la fit pleurer. « Merci d'avoir été forte quand j'ai été un lâche. Merci d'avoir donné à notre fils ce que je n'ai pas eu le courage de donner. Merci de m'avoir forcé à être un homme meilleur. » Élodie ne répondit jamais à la lettre. Pas besoin. Les actions de Guillaume dans les mois suivants parlèrent pour elle. 2 ans plus tard, Léo avait 4 pères et mères présents. Élodie, qui l'élevait avec un amour féroce. Guillaume, qui apprenait à être père un jour à la fois. Simone, qui le gâtait comme une arrière-grand-mère en a le droit. Et la nouvelle petite amie de Guillaume, institutrice d'école publique, qui traitait Léo comme s'il était le sien. Ce n'était pas une famille traditionnelle. Ce n'était pas parfait. Mais c'était la leur. Et par un après-midi de dimanche, alors qu'elle regardait Léo courir dans le parc main dans la main avec son père, Élodie ressentit enfin quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Une paix complète. Elle s'était battue. Elle avait gagné. Elle avait donné à son fils ce qu'il méritait. Et dans le processus, elle avait découvert sa propre force. L'image finale resta gravée. Élodie assise sur le banc du parc, soleil sur le visage, sourire tranquille, regardant Léo rire pendant que Guillaume le poussait sur la balançoire. Une mère qui n'a jamais renoncé, un fils qui avait enfin un nom complet, un père qui a appris, trop tard, la signification de la responsabilité, et la preuve que parfois, juste parfois, la justice gagne. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est parce que cette histoire a touché votre cœur d'une certaine façon. Et j'ai besoin de savoir, qu'avez-vous ressenti?
Avez-vous été indigné quand Guillaume a nié Léo devant tout le monde? Avez-vous soutenu Élodie quand elle a eu le courage d'envahir cette fête? Avez-vous pleuré quand Simone a enfin reconnu son arrière-petit-fils? Où vous êtes-vous vu dans une partie de cette histoire? Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'Élodie et Léo. C'est l'histoire de millions de mères célibataires qui élèvent des enfants seuls pendant que les pères disparaissent simplement. C'est l'histoire d'enfants qui grandissent avec cette question qui fait mal à la poitrine: pourquoi mon papa ne veut pas de moi? C'est l'histoire de grands-pères et grands-mères qui doivent choisir entre protéger l'image de la famille ou faire ce qui est juste. Je veux vous entendre. Si vous connaissez une mère guerrière comme Élodie, quelqu'un qui travaille à 3 endroits, qui dort peu, qui sacrifie tout pour ses enfants, écrivez dans les commentaires « Je connais une Élodie ». Honorons ces femmes incroyables qui font l'impossible tous les jours. Si vous croyez que tout enfant mérite d'avoir le nom de son père sur le certificat de naissance, que la paternité est une responsabilité et pas une convenance, commentez « La paternité n'est pas optionnelle ». Si vous, comme Simone, avez déjà dû choisir entre la vérité difficile et le mensonge confortable et avez choisi la vérité, racontez votre histoire dans les commentaires. D'autres personnes ont besoin d'entendre que faire ce qui est juste en vaut la peine. Et si vous êtes père ou mère, laissez un cœur dans les commentaires, parce qu'élever des enfants n'est pas facile, faire la bonne chose n'est pas facile, mais c'est ce que nos enfants méritent. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour faire la bonne chose, avec quelqu'un qui se bat seul et a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule, avec quelqu'un qui a le pouvoir de changer la vie d'un enfant et n'a pas encore eu le courage. Cette histoire est réelle. Elle arrive tous les jours dans les tribunaux, dans les fêtes, dans les conversations difficiles, et plus nous parlerons de ça, plus de mères auront le courage de se battre. Plus de pères auront le courage d'assumer la responsabilité. Plus de grands-parents auront le courage de choisir la justice. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui vont vous faire sentir, penser et croire que la justice existe encore dans ce monde. Et répondez-moi à une dernière question: qu'auriez-vous fait à la place d'Élodie? Auriez-vous eu le même courage? Laissez-le dans les commentaires. Je les lis tous. Et votre histoire peut inspirer quelqu'un qui a besoin exactement de cette inspiration aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, merci de vous soucier, et merci de croire que chaque enfant mérite de la dignité. On se voit dans la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, la vérité gagne toujours, même quand elle tarde.